Bon, ben on va y aller. Voilà, bienvenue à cette session sur... J'avais dit qu'il y en a qui arrivent en retard. Bienvenue à cette session sur SSDT-DB. Donc, c'est sur la partie DB de SSDT. Il y a une petite ambiguïté puisqu'il y a une partie BI avec les outils SSIS, SSRS et tout ça. Mais ici, donc, c'est vraiment la partie DB de SSDT, donc de SQL Server Data Tools. D'abord, merci aux sponsors. Sans eux, on n'aurait pas mangé comme ça à midi. Donc, merci à eux. Mais sans eux, surtout, il n'y aurait pas non plus ce genre d'événement. Chaque année, c'est impossible à financer. C'est un événement gratuit. Donc, les sponsors sont vraiment très importants. Merci aussi à tous les volontaires qui viennent une minute avant pour allumer la caméra. Qui suis-je ? Ben, je suis Business Intelligence and Data and Information Architect. Je suis de Belgique, pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué à mon accent. Je suis MVP. Je suis le créateur du projet BI qui permet de tester toutes les solutions BI. Donc, je suis vraiment très orienté sur l'agilité. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les opérations qu'il faut faire à chaque fois qu'on veut déployer. Tout ça, c'est ce que j'essaie de réduire au maximum. Donc, fondamentalement agile, ça veut dire que franchement, le unit test pour moi, c'est le minimum. Les opérations qu'il faut faire avant de déployer, on supprime. Si vous voulez me suivre sur Twitter ou sur mon blog, il n'y a pas de souci. Sur mon blog, c'est généralement des trucs très très pointus. Alors, pourquoi faire une session sur SSDT-DB ? J'ai tous mes collègues qui font des sessions sur 2016, et moi je suis en train de parler d'un truc qui est sorti en 2010, où il y a eu des adaptations jusqu'en 2012, 13, et maintenant, ça vit sa belle vie. Pourquoi faire ça ? Eh bien, en fait, il y a 4-5 mois, j'ai récupéré dans mon équipe des développeurs d'une autre équipe. Et je leur ai dit, ah, bienvenue dans mon équipe, on utilise SSDT-DB. Ils m'ont dit, bah, on n'a jamais fait ça. Je leur ai dit, vous êtes sûr que vous êtes des développeurs SQL, C# et tout ça ? Ils m'ont dit, oh, ouais, mais on n'a pas besoin de ça. Hein. Nous, on utilise, merci, on utilise Redgate Compare ou SQL Compare. Voilà, il y a aussi des versions gratuites ou des variantes de ça. Et ça nous suffit largement. En plus, on a essayé SSDT-DB, il n'y a même pas de support pour le refactoring. Et on a toujours fait ainsi. Pourquoi est-ce qu'on changerait ? Et c'est là qu'est venue l'idée de faire cette session, parce que pour moi, l'ensemble des choses qui sont dites là, il y en a d'autres, hein, il y a ça ne fonctionne pas, il y a des variantes de tout ça bien sûr, eh bien c'est faux. C'est juste faux. SSDT supporte très bien le refactoring, ça fait beaucoup plus que SQL Compare, et c'est pas parce qu'on a toujours fait ainsi qu'on doit nécessairement s'arrêter et ne pas progresser. Il y a moyen d'utiliser, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi un DACPack ? Alors le DACPack, c'est l'output de SSDT-DB, donc quand vous utilisez SSDT-DB correctement, à la fin vous générez un DACPack. On va voir ce que c'est. On va voir comment SSDT supporte le refactoring. On va aussi voir un exemple où on va gérer des variantes de DB. J'expliquerai ce que c'est qu'une variante de DB, mais en 2 mots, c'est une DB qu'on installe chez tous nos clients, mais bien sûr, on a 3 clients qui veulent des tables en plus. Comment est-ce qu'on peut gérer ça dans SSDT-DB ? Valider des règles ou des conventions, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Ben, vous avez des règles. Par exemple, moi je m'occupe surtout de BI, et en BI, pour moi, une dimension, ça doit avoir une colonne identity. Si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai un problème. Autre règle, le select star, si j'en trouve un dans le code, le développeur, je l'envoie par la fenêtre. On est au premier étage, nous, pas au 40e. Et donc, ça, ce sont un ensemble de règles que je peux faire valider par SSDT-DB. Je ne dois plus faire du review de code pour ça, je peux faire valider ça directement par SSDT-DB. Dernier point qu'on verra, c'est le template et la génération automatique de code. Ceux qui m'ont déjà vu de mes sessions, j'aime bien que les choses se fassent automatiquement. J'aime bien ne pas bosser. Je bosse pour ne pas bosser, moi. Donc, c'est comment dire à SSDT-DB de générer du code à partir des informations qui sont déjà contenues dans la base de données. Alors, il existe 2 façons d'utiliser SSDT-DB. L'ancienne, qui est basée sur ce qu'on a fait avec Redgate, SQL Compare et tout ça, et la nouvelle. Ici, j'ai parlé de l'ancienne, et dans l'ancienne, principalement, qu'est-ce qu'on fait ? On maintient ou on génère des scripts alter. Donc, vous avez votre première version, vous avez fait des create tables et tout ça, et puis vous devez passer à votre version 1.1 ou 2.0, et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez des alter tables et tout ça. Le problème avec ça, c'est une version 3.0. Ah ben, on réécrit des alters et tout ça. Une version 4.0. Ah, réécrivons encore un set d'alters. Mais attention, parce qu'il y a des alters qui font des alters qui avaient déjà été faits lors de la version 1.0. Et on a des scripts comme ça
qui grossissent. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui dit on ne réinstallerait pas la DB from scratch? Et là, on va vite retourner, vite faire un generate script de la part de la DB parce que plus personne n'a la moindre idée de l'état de la DB. Donc c'est un petit peu tout le problème avec cette technique d'alter. Avec le modèle déclaratif qu'on va utiliser aujourd'hui, j'ai oublié de dire quelque chose là-dessus, c'est que SSDT-DB vous permet toujours de travailler comme ça. Donc ça peut être une transition et la plupart des gens s'arrêtent là. Mais c'est une transition en réalité. Il faut aller plus loin et utiliser ce qu'on va voir maintenant, le modèle déclaratif. Le modèle, à la place de faire des alters, vous allez uniquement faire des creates. Uniquement des creates. C'est l'outil qui va voir la différence entre le schéma de la table qui est sur la DB et le schéma de la table que vous voulez pousser vers votre serveur ou votre DB. Et c'est lui qui va générer un alter pour transformer le modèle 1 en vers un modèle 2. Ça, c'est le modèle déclaratif. Le gros avantage de ça, c'est que votre code TSQL, il est géré comme n'importe quel autre code C#. J'ai jamais vu un développeur C# ou un développeur BI qui s'ennuyait à faire des deltas dans son code et à générer les deltas entre la version actuelle et la version qu'il voulait pousser en production. Non. Donc, si vous arrivez à utiliser SSDT convenablement, alors vous n'aurez plus ce problème, c'est géré comme de l'autre code. Le DACPack, donc le DACPack, je répète, c'est l'outil, c'est l'output de votre SSDT-DB, ça devient une DLL en fait, ça devient du code que vous pouvez pousser vers le serveur tout simplement. Ok. Alors, je vais faire une petite démo sur le DACPack pour vous montrer un peu ce que c'est. J'ai oublié de poser une question. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais utilisé SSDT-DB? La moitié, les 3/4. Et les autres, le profil c'est plutôt DBA développeur ou BI? Je vais demander développeur? BI? Ouais. Ok. Je vais essayer d'adapter un petit peu alors. Ok. Donc, merci Cédric si tu n'utilises pas ta souris. Voilà. Custom, voilà. Donc ici, je suis dans Visual. Non, je ne suis pas dans Visual Studio. C'est l'ennui quand on doit changer. Vous l'avez, mais moi plus, ça ne m'arrange pas. Et on voit rien, mais ça je vais arranger tout de suite. Tools, Option. On voit mieux? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, là, sur le côté, j'ai mon projet. Mon projet qui contient, à l'heure actuelle, on va s'intéresser uniquement à un des projets. Donc, comment est-ce que je crée un projet pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé? File, New, Project. Je patiente 2 secondes. SQL Server, et là, vous avez votre projet SQL Server Data Tool. Donc, relativement facile. Dans ce projet, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez créer là toutes vos tables et tout ça. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai une dim country qui est ici. Donc vous avez soit un superbe éditeur, soit ici du code. Ok. Donc je vais changer pour passer comme ça en code. Et vous pouvez aussi créer ici par exemple une fonction. C'est une table valued function. Donc vous pouvez stocker tout ce code à l'intérieur de SSDT. Ça, c'est mon projet. Alors, qu'est-ce que je vois déjà ici d'intéressant dans mon projet? Par exemple, il m'a souligné Order Day, ici. Et directement, je suis directement dans Visual Studio et il me dit, attention, il y a un problème. Order Day, c'est de type date. Et ici, tu retournes un varchar 50. Potentiellement, il y a un problème. Tu risques de perdre des données. Donc, si je veux, je corrige. Voilà, si je refais un build ici, hop, mon erreur a disparu. Donc, ça, c'est un gros avantage des SSDT aussi, c'est que c'est vraiment un environnement de travail. Et donc, toutes les petites erreurs comme ça, directement, ça passe et il n'y a pas de souci, vous les voyez directement. Alors, donc, ici, je fais un build de ma solution. Et je retourne de ce côté-ci pour
créer une nouvelle database. Je vais l'appeler sample database 4, comme ceci. C'est pas ça qui est très important. Donc, le build ici, qui a été réalisé ici, il a généré un DACpack. Je vais essayer d'aller chercher ce DACpack et de le mettre directement un deploy. En fait, c'était pas ça que je devais faire, donc on passera à 5. Database deploy data application. Voilà, donc je choisis mon DACpack, ma version 1.0 qui est ici. OK. Je passe au suivant. OK, je crée une nouvelle. Information importante ici, même que c'est la version 1.0, comme ça vous permet d'avoir un check. Je montrerai où est-ce qu'on peut éditer les numéros de version. Et automatiquement, il va me faire mon deploy. S'il veut bien. Voilà. Donc, j'ai pas dû commencer à jouer avec des scripts que quelqu'un peut éditer. Je sais pas... Je ne veux pas vexer les DBA, mais parfois ils se mêlent un petit peu de ce qui ne les regarde pas et quand vous leur envoyez un script, ils sont plus malins que vous, ils vont aller éditer des choses et tout ça. Non, tout est géré dans mon projet et tout est dans ma solution. Donc je peux déployer un ensemble de choses, un package, et on ne risque pas d'aller modifier, on ne risque pas d'oublier le script 17, le script 17 qui contenait la sécurité et que les DBA ont oublié de passer. Non, il y a un package qui passe et tout va directement vers la solution. Donc automatiquement ici, refresh, tout va bien, il m'a créé ma database numéro 5 et voilà, les tables que j'avais demandées sont ici, la table value function est ici. C'est plus ici. Ah bah non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne l'a pas mis? Je regarderai après. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un DACpack? À quoi ça ressemble un DACpack? Un DACpack, ce n'est jamais qu'un fichier zip. Alors, je vais le montrer. Dropbox. Est-ce que c'est des 4... non. Ah, comment j'ai été mettre ça? Ouais. Projects. SSDTDB. Ici. Donc, sample database, bin, debug. Ici, j'ai mon DACpack. Alors, ce que je vais faire simplement, le recopier. Ici, changer l'extension. .zip. Oh, on va lui demander d'extraire. Alors, extract all. Oups. Voilà. C'est gentil. Et donc ici, j'ai un ensemble de fichiers XML. Donc c'est bien la preuve que mon DACpack, c'est jamais qu'un fichier XML. Dans ces fichiers XML, qu'est-ce que j'ai? J'ai les métadatas, ça me dit juste, voilà, ici il est en version 1.2, toujours du sample database. Le modèle, ici, j'ai donc tout mon modèle qui est ici. Donc ça, c'est toute la description de ma database. Origine et refactor sont des choses un peu moins importantes, mais refactor, on le verra après. C'est tout le refactoring que j'ai déjà effectué sur cette DB. Donc chaque fois que je fais une modification, il va me la loguer ici, surtout si c'est une modification de refactoring. Donc si je crée des nouvelles tables ou des choses comme ça ne sera pas là, ça sera dans le fichier modèle, mais ici j'aurai chaque fois que je renomme ou que je change le type d'une colonne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le DACpack? C'est bien, je l'ai déployé une fois sur ma DB, mais ce qui peut être intéressant, c'est également de voir ce qui se passe quand moi je vais déployer une version 1.1. Par contre, vous le savez, je vais agrandir un petit peu, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours le développeur qui pousse toutes les modifications, et il y a parfois où il y a des gens qui vont aller chipoter en prod parce que c'est urgent, c'est le gros boss qui a demandé de faire un changement et quelqu'un va aller ajouter une colonne dans la database. Donc c'est ce que je vais simuler ici. Je vais ajouter une colonne dans la database. Je vais tronquer mes tables parce que comme ça je suis sûr qu'il n'y a rien dedans. Et je vais également ici ajouter quelques données pour vous montrer ce qui va se passer par la suite. Donc, simulons un ensemble d'opérations. Ouais.
Cédric, go. Ça aurait pas été plus mal. Ok. Il manque un point virgule à la fin de fac daily order. Ouais, c'est pas ça qui va. On va faire ça. Ah là là, c'est moi. Pas grave. Ça ira mieux comme ça. Il veut pas mon go parce que ça a déjà été fait. C'est pas la journée. Un explicit value, dim country, à quoi il ressemble? Country ID, country ISO, country gap. Ok. Ça, il n'a pas encore fait alors. Voilà. Et maintenant, ça va aller mieux. Customer. Colonne. Customer display name. Voilà, on va virer ça. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, on recommence. Ça passe. Donc ça, là, ce que je viens de simuler, c'est simplement de remplir quelques éléments dans les tables et aussi de rajouter une colonne directement comme ça dans la database sans passer par le script. Je vais maintenant ici prendre une version 1.1 de cette database. Qu'est-ce qui a été réalisé dans cette version 1.1? On a été rajouté la colonne ici dans dim customer, on a été rajouté un customer code. Donc ça c'est ce qui a été fait. Comment j'ai fait ça? Ça a été fait à partir d'ici. Donc dim customer, voilà. J'ai un customer code, un level aussi. Et tout ça c'est ce qui va passer de l'autre côté. Et bien sûr dans dim country, on a oublié ici de rajouter le language ISO qui a été rajouté un peu brut. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va essayer de faire passer le nouveau DACPAC? Alors, je me mets sur la database, je fais task, upgrade data tier, next, je choisis mon package 1.1, ici, comme ça. Première chose qu'il va essayer de faire, c'est de détecter les changements qui n'étaient pas prévus. Et là, il me dit, ah, attention, c'est ce qu'on appelle un drift. Il y a eu un drift sur votre database. Ça veut dire que quelqu'un a chipoté à votre database sans passer par les étapes de développement et tout ça. Il a repéré que la colonne ISO language avait été rajoutée. Tout seul. Donc la première chose, ici je vais lui dire, ok, ne tiens pas compte du drift, tu l'enlèves. Toujours une bonne pratique. Il vous demande si en rollback on failure, ici on ne va pas le faire. Ici maintenant, il va détecter autre chose. Il va aller voir la différence entre le schéma qui est effectivement sur la database et le schéma que vous lui demandez de pousser. Et là, il va vous dire, oh, attention, il y a peut-être des datas qui vont être perdues. Ah, c'est une grosse critique qui est faite vis-à-vis des SSDTDB, c'est qu'il dit très vite que potentiellement il y a des datas qui sont perdues. Si vous changez n'importe quel type, même passer d'un varchar 20 à un varchar 30, il va vous dire potentiellement perte de données, ce qui est faux dans ce cas-là. Donc ça, c'est juste des attentions. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Ah, ok, ici, on va lui dire, pas de souci, je sais ce que je fais. Un récapitulatif, et il va me passer ma DB. Et je sens que ça va être une longue journée. Ok, j'ai dit normalement que c'était bon, mais on va recommencer. Script database, task, upgrade data tier. Browse 1.1. Ok, donc toujours détection des changements. Ouais. On va faire rollback on failure, review du plan. Ok. Et ça ne voudra pas aujourd'hui. Pourquoi no repeat the column customer code on table must be added but the column has no default value. Ça c'est quand on change à la dernière minute, c'est démo. Donc ce que je vais faire, c'est directement passer à ma version 1.2 qui a le code ici. Build, voilà. Je passe ici task. Upgrade data tier, next, browse, Cédric, projects, SSDTDB, sample database, bin, debug.
Hop, hop. Ok, next. J'espère que ça va passer. Et ça n'est vraiment pas ma journée. Bon, ici il se plaint que Customer Code n'a pas de valeur par défaut, ce qui est un peu vrai. Donc je vais le prendre ici. TSQL, Customer Code, on va lui mettre quel est nullable. Je remets un build. Naturellement, si je mets la colonne not nullable et que j'essaie de l'ajouter, soit il faut une valeur par défaut, soit bien sûr il faut que je la rende nullable. Alors Customer Code, qu'est-ce que je fais? Je réessaye encore une fois. Task. Upgrade. Next. Oups. Très embêtant. Projects. SSDTDB. Un sample database. Bin. Debug. Mon DACPack. Ok. Next. Voilà. Next. Next. Voilà, next. Bon, je vais arrêter, sinon on va y passer la journée. Customer Code, il y a une duplicate key bien sûr. Donc, ce que je devrais faire, c'est juste ça, et ça va passer. Voilà. Bon, ça j'arrangerai plus tard, je vois ce qui se passe dans la démo. Donc, normalement ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il n'y a pas de problème. En fait, c'est mon code qui ne fonctionne plus de l'un à l'autre parce que j'ai ajouté une colonne. J'ai changé en dernière minute ma démo et bien sûr, ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Et j'ai supprimé ma colonne Customer à un endroit. Et donc, ça, ce n'était pas la bonne idée puisqu'en plus, il faut qu'elle soit unique, cette colonne-là. J'ai été rajouter un peu n'importe quoi. C'est ça le problème. Donc, SSDT fonctionne très bien, c'est juste que quand vous faites n'importe quoi comme changement, ça pose un petit problème. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la détection des drifts, ça c'est super important, parce que ça vous permet vraiment de savoir si quelqu'un a été chipoté à votre DB dans votre dos, et aussi comment passer avec des upgrades de l'un à l'autre. Vous pouvez aussi le faire en ligne de commande. Alors la ligne de commande, ça devient génial, parce qu'à partir de là, vous pouvez faire de l'intégration continue, ou du continuous delivery, ou du continuous deployment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme tout est scriptable, vous pouvez scripter les changements dans votre DB et l'envoyer avec votre build. Vous pouvez commencer à faire des tests automatiques. Vous pouvez commencer à packager la release pour qu'elle soit prête à être déployée. Et vous pouvez même la déployer automatiquement. Donc si vous utilisez des outils comme le build de TFS ou des outils comme AppWeyer ou des choses comme ça, dans ce cas-là, vous pouvez franchement pousser votre database pour les tests, pour la release et voir le déploiement. De préférence si les autres ont réussi. Si les tests échouent, c'est un peu bête de déployer. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un gros avantage des SSDTDB, c'est que vous pouvez vraiment l'intégrer dans toute la chaîne de build, ce qui est plus difficile avec les scripts qu'il faut passer les uns après les autres. Alors, on va passer directement au stade suivant. J'ai promis de montrer comment marchait le refactoring. Donc ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? J'ai une create table, j'ai ici une store proc. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je change le nom du code ici dans Customer Code, il détecte automatiquement que dans Master Proc, il y a un autre Customer Code, et donc que c'est le même champ. Que c'est le même champ, pas qu'ils s'appellent tous les deux Customer Code, parce que ça pourrait être deux tables différentes, mais ici, c'est bien le même champ. Je renomme à cet endroit-là, et automatiquement, il va me renommer à cet endroit-là. Donc ça, c'est possible dans SSDT. Comment on fait? Eh bien, on va juste chercher la fonction SQL. Dans la fonction SQL, il n'y a normalement pas grand-chose d'autre que refactor. Et là, vous avez 4 possibilités. Rename, move to schema, ça veut dire que vous voulez bouger un objet qui est dans le schema DBO et vous voulez le mettre dans le schema DOH ou un autre schema comme ça. Expand wildcards, c'est juste remplacer les stars par le nom de tous les champs, effectivement. Et fully qualified names, c'est quand vous avez commencé à chipoter un petit peu et que vous avez deux tables qui s'appellent de la même façon et dans des schémas différents et qu'à la fin, vous ne savez plus si c'est DBO ou DOH que vous êtes en train de passer. Et donc ça vous permet qu'il rajoute lui-même le nom du schéma devant. Alors, juste comment ça fonctionne.
J'espère que cette fois-ci mes démons vont marcher, hein. C'est toujours embêtant. Voilà. Alors, daily order, ici, j'ai quelque chose qui s'appelle order day. Ah, excusez-moi. C'est bon, normalement. Duplicate. Merci. Ok. Voilà, j'ai quelque chose qui s'appelle display name ici, donc qui vient de ma table customer. Et ici, dans ma ligne customer, j'ai bien un display name. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici. Non, je peux le faire. Je vais ici remplacer customer code par display name par Cédric. Display name par customer name. Pas plus mal de mettre les crochets. Comme je fais ça ici, il me prévient directement que c'est utilisé à plusieurs endroits. Je peux voir tous les endroits où display name est utilisé. Donc ici, c'est dans ma table value function et il me demande s'il doit bien remplacer les noms à ces endroits-là. Apply. Voilà. Ça, on verra plus tard parce que je montrerai c'est quoi la référence. Donc si maintenant je vais daily order, ici, customer name et plus display name. Donc c'est super facile. Si vous ne faites pas ça, eh ben, au moment du build, ici si je change mon champ totalement par amount, simplement, donc je ne fais pas du refactoring. Déjà il me souligne ici pour me dire ce champ est strictement inconnu chez moi. Et quand vous faites le build, baf, vous avez ici, tout en bas, un ensemble d'erreurs parce que, justement, ce champ est complètement inconnu. OK? Donc, on va faire ça. Et rebuild. Voilà. OK, c'est compris, le refactoring? Donc ça, c'est supporté par SSDTDB et ça vous fait gagner énormément de temps. Et aussi, vous ne passez pas des scripts, parce que j'ai déjà vu ça chez les DBA, on fait passer les scripts et puis ah oui, mais ça ne fonctionne plus la storeproc parce que tu as été modifié le nom de la table et tout ça et qu'on n'a pas revérifié l'intégrité globale de la database. Donc ça, si vous utilisez SSDT, ça ne peut plus arriver. Voilà. Ok. Bon, ça, je les ai déjà passés. C'est les autres actions qu'on peut faire en refactoring. On va passer au chapitre suivant. Le chapitre suivant, c'est quoi? C'est la gestion de variantes. Alors, une variante, c'est quoi? C'est deux DB qui sont quasiment identiques. S'il y en a chez vous qui travaillent pour des éditeurs software, c'est un problème qu'ils ont souvent. Ils ont une version de leur software qui déploie chez 150 clients, et puis il y a toujours un gros client qui vient et qui fait « Moi, j'ai besoin de 3 tables en plus ». C'est pas un problème, on lui met les 3 tables en plus, mais quand la version suivante du logiciel sort, les 3 tables, elles sont skippées. Et on les a oubliées, on ne sait plus ce qu'il y avait dedans, on a perdu les données éventuellement, et donc c'est toujours un problème. Il faut être capable de gérer donc 2 schémas de DB qui soient à peu près les mêmes, un qu'on va déployer chez tous les clients et un qu'on va déployer spécialement chez un client. C'est ça une variante de DB. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai toujours ma dim country, ma dim customer et une fact daily order entre les deux. Ça, c'est le schéma que je veux déployer chez tous les clients. Ici, je vais faire une extension du modèle. Donc, rajouter une table monthly order, parce qu'il y a tellement d'orders qu'il voudrait bien avoir une table avec la sommation mensuelle qui est déjà faite dedans. Oui, je sais, c'est un peu old school comme modèle. Mais tout ça, je le veux dans la même database. Pas question de créer une deuxième database à côté qui comprendrait que ça. Non, même database. Naturellement, je voudrais bien ajouter ma référence qui va pointer vers customer. Et je voudrais bien aussi avoir une table value function qui va prendre la table customer de mon modèle pour tout le monde et qui va aussi utiliser mon monthly order ici qui est que dans mon extension de modèle. Ok, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais essayer de ne pas oublier. Voilà, vous ne l'avez pas. Pas de chance. Voilà, ça devrait être bon.
Ok. Donc, pour faire ça, je crée un deuxième schéma. Donc, j'ai mon schéma déjà qui est commun à tout le monde, que j'ai utilisé ici. Pour faire cette extension, je crée ici un deuxième schéma, donc un deuxième projet. Alors, ce qui est hyper important, c'est d'ajouter une référence dans ce projet. Et donc, ici, vous pouvez choisir Add Database Reference. C'est ce qu'il faut faire. Ok. Quand vous choisissez le Add Database, il vous propose de choisir un autre projet. Donc, si ici vous avez déjà 4 ou 5 projets, vous pouvez directement choisir celui de la database. Et ici, ce qui est très important dans le cadre de notre extension, c'est de lui dire que la database location, c'est la même. Ok, donc vous choisissez ceci et automatiquement, tout va bien se passer. Donc ça, c'est ce qui a été fait ici pour le projet Extended. Et dans le projet Extended, j'ai donc bien ok, décidément, on va supprimer les erreurs, build, ok, voilà. Donc ici j'ai bien créé un monthly order by customer, on change et on prend le mois plutôt que de prendre la date, et j'ai bien ajouté ma nouvelle table de facts. Alors dans cette nouvelle table de facts, ce qui est important, c'est bien que j'ai créé une foreign key qui pointe vers la dim customer qui est dans mon autre schéma. Automatiquement, si maintenant ici je venais changer mon customer ID, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure de toute façon. Customer ID, je le renomme et je l'appelle Customer Identity, comme ceci. Ok. Il va me trouver aussi ici, je suis dans mon extension. Il va aller aussi dans mon extension et me dire attention, ça change. Donc les deux schémas sont vraiment l'un avec l'autre. C'est comme si je travaillais au sein d'une seule solution. Voilà. Je peux référencer, donc, comme je l'ai montré déjà, les tables qui apparaissent dans les deux schémas. Et maintenant, si je fais un build uniquement de sample database, il va me builder uniquement la base commune, qui est ici. Par contre, si je fais un build de extended database, il va me builder les deux en un seul. Et ça me fera un seul DAC-pack prêt à déployer qui contiendra l'ensemble des schémas. Donc le gros avantage de ça, c'est que là, vous n'avez plus perdu le code qui est propre à votre client, un petit peu exigeant et pour lequel vous avez dû faire quelque chose de bien spécial. Vous êtes prêt à déployer avec exactement la même solution et c'est vraiment pas un cauchemar comme ça l'était auparavant, ces extensions de database ou ces variantes de database. Ok. Voilà. Pas très malin. Donc, comment faire le database project database, sample database, on l'a montré. Chapitre suivant, les règles et conventions. Donc, ici, qu'est-ce que c'est qu'une règle? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai expliqué brièvement, c'est toutes les règles que vous imposez à votre équipe, pas de select star, des colonnes identity dans une dimension. Vous pouvez aussi passer sur des conventions de nommage, par exemple. Aucune table ne se termine par view, ou toutes les views commencent par view. J'ai déjà vu des choses comme ça, je ne recommande pas, hein. Mais c'est des choses comme ça. Toutes mes colonnes qui sont des primary keys doivent avoir PK devant. Je dois au moins avoir un index par table. De nouveau, je ne recommande pas, mais ce sont des choses qui sont possibles. Donc tout ça, que ce soit du design, du naming ou des performances, donc là on est plus dans le select star, éviter les wait for. Je crois qu'il faut être un peu vicieux pour aller mettre un wait for, mais bon, on l'a déjà vu. Donc voilà quelques exemples sur lesquels on a déjà passé. Pour faire ça, vous avez déjà des règles qui sont mises à votre disposition directement par SSDT. Il met pas beaucoup de règles, une dizaine, qui sont des best practices. Par exemple, il y a le select star, il y est déjà. Ou le wait for, il y est déjà, je crois aussi. Si vous voulez étendre et pousser vos propres règles, vous devez passer sur du C#. Alors, je ne suis pas non plus un méga super développeur en C#. Donc, c'est vraiment faisable. Ce n'est pas non plus comme si on vous demandait d'écrire 50 000 lignes de code. Pour faire ça, vous devez aussi utiliser l'API qui est faiblement couplée de SSDT. On verra ce que ça veut dire qu'elle est faiblement couplée. Ça veut dire que c'est compliqué à utiliser en fait. Donc, il y a deux choses importantes
c'est le TSQL rule et le TSQL model qui sont ici. On les verra également après. Et vous allez tout le temps faire appel à deux fonctions qui sont getReferenced et getReferencing. Donc une fois que vous êtes sur un objet, par exemple une table, vous pouvez lui dire « Donne-moi toutes les colonnes de cette table ». Une fois que vous avez les colonnes de cette table, vous pouvez lui dire aussi « Dis-moi dans quel index elles sont utilisées ». C'est comme ça qu'on navigue dans le modèle. D'accord ? Donc vous arrivez sur un objet et puis vous prenez ses références ou aux endroits où il est référencé. Et comme ça, vous pouvez naviguer dans le modèle. Je vais directement vous montrer ceci. Alors, hop, on va essayer d'aller plus vite pour switcher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de questions? Non? Si je vais trop vite, pas assez vite, vous me le dites. Hein. Voilà. Poum, poum, poum. Et là, on est mal. Ah, merci. Comme ça va? Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je dois faire un projet C#. Je suis en Visual Studio, donc Add New Projet C#. Après, qu'est-ce qui est très important dans ce projet et qu'il ne faut pas oublier et qui est très mal renseigné dans la documentation de Microsoft, c'est que ce projet, au niveau de la signature, il est obligé de le signer. Donc ça va être une DLL que vous allez faire, et il faut signer cette DLL. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce que c'est que signer une DLL, sachez juste qu'il faut le faire et ça évite que deux DLL qui aient le même nom puissent être confondus. C'est tout. Donc tout ça, on le fait ici sur signer l'assembly. Et vous devez choisir une clé. Quand vous demandez de le faire, il vous propose d'en générer une. La clé, elle revient ici, à la fin, elle est là. C'est pas très grave. Il ne faut pas paniquer à cause de ça. Vous le faites et c'est bon, il ne vous ennuie plus avec ça. Une fois que vous avez fait ça, il faut ajouter des références. Alors, il faut d'abord ajouter 3 références ici, qui sont propres à tout ce qui est Microsoft Data Tools, donc SSDTDB. Voilà, c'est fait une fois, vous ne vous embêtez plus. Une fois que vous avez mis tout ça en place, on va passer au code. Donc, ici, on va utiliser les références supplémentaires. Ce que vous devez faire, c'est faire une classe qui hérite de celle-ci. Donc ici, je vais vérifier quoi? Je vais vérifier que toutes mes dimensions ont bien une colonne de type identity, enfin, une colonne identity. Donc, j'hérite de la classe de base dont héritent toutes les rôles. Ici, qu'est-ce que je lui fais dans le constructeur? Je lui dis juste attention, ma règle, elle ne s'applique qu'aux tables. Donc quand tu trouves une colonne, quand tu trouves une vue ou n'importe quoi, n'essaye pas d'appliquer cette règle, ça s'applique qu'aux tables. Ici, au-dessus, je lui donne quelques informations supplémentaires, dont le nom de ma rule, la catégorie et ce genre de choses. Donc tout ça, ça va apparaître dans l'interface graphique. Ici, j'ai vraiment l'endroit où je lui explique comment il doit appliquer la rule. Alors, ça, c'est une méthode qui va être appelée, dès qu'on va essayer d'appliquer les rules dans SSDT, enfin, au moment où on va faire le build, il va appeler ça pour tous les objets qu'il trouve. Donc toutes les tables, toutes les colonnes, toutes les vues, il va appeler cette méthode. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décrit juste qu'ici, il y a une nouvelle liste de problèmes, ou quand il en rencontre plusieurs. Il reprend l'élément qui est appelé, qui sera en l'occurrence ici une table. Il va vérifier ici que ma table a bien un nom et que si elle a un nom, eh ben, elle commence par dim. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est une table de fac ou une autre table, donc ça ne m'intéresse pas et je sors directement. Si je suis bien dans le cadre d'une dim, il va ici prendre ma table et me chercher toutes les colonnes. Ça, c'est cette partie-là du code. Donc, ici, je me retrouve avec toutes les colonnes. Si j'ai réussi à créer une table sans colonne, ben, ça pose problème, donc je lui remonte à problème. Si par contre j'ai bien des colonnes, donc dans ma variable colonne j'ai l'ensemble de mes colonnes, je vais chercher la première qui est
de type identity. Ok? Donc ça c'est faiblement couplé, ça veut dire qu'on a du code comme ça. J'ai pas directement un c.isIdentity, je suis obligé de faire ceci. Pour ceux qui connaissent un peu le C#, ça ne devrait pas poser de problème. Au début c'est lourd, c'est très lourd. À la fin ça devient très pratique. Cette façon de coder en faiblement couplé. Donc voilà. Si il ne trouve pas cette colonne identity, alors on a un nouveau problème qu'on log ici et je donne l'explication, pas de colonne identity pour la table, plus le nom de la table. Ok? Donc ça c'est juste une petite méthode que vous copiez, qui se trouve sur 85 blocs et qui vous permet d'avoir un nom qui s'affiche correctement. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez le code, si vous faites un build, j'espère que ça va marcher. Pas grave. Donc, ici, ce que vous devez faire, une fois que vous avez le build, les properties, le build, les build events, je vous conseille directement de faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit, fais le build, on voit rien du tout, bien sûr. Voilà, comme ça. Donc, c'est un Xcopy en fait. Je ne vais pas le montrer en entier parce que ce n'est pas pratique avec Zoomit. C'est un Xcopy qui va rechercher les DLL que vous avez buildés et qui les recopie dans le folder extension de SSDT. C'est là qu'elles doivent se trouver. Si vous n'avez pas les DLL à cet endroit-là, il ne va pas vouloir du tout arriver à faire, à appliquer vos nouvelles règles. Donc, toutes les nouvelles règles que vous créez, vous devez les recopier dans le folder extension. Une fois que c'est fait, si vous voulez le débugger, votre projet, eh ben, vous allez dans Debug et vous lancez ces programmes devenv ici. Et comme ça, vous arriverez à avoir le débugage de votre projet. D'accord? Alors, comment ça se manifeste? Au niveau de mon projet ici, toutes ces règles. Si je prends mon sample project, properties, il y a Code Analysis, c'est le dernier tab qui est ici. Ok, donc ici j'ai un Code Analysis. Si vous cliquez là, il va vous mettre donc toutes les règles de Microsoft qui sont ici, sont les règles par défaut que vous pouvez désactiver. Et vous voyez qu'ici, il m'a retrouvé en plus au-dessus les règles que moi j'ai écrites. Alors, si je regarde à l'intérieur, vous allez trouver Dimension Table must have an identity attribute. N'oubliez pas, si vous utilisez ça, de cocher la case ici. Enable Code Analysis, parce que si vous ne le faites pas, ben, il n'y a pas de Code Analysis qui est fait, et donc toutes vos règles ne sont pas appliquées. Vous avez deux façons différentes de traiter les choses. Soit il envoie des warnings, donc là, il va continuer le build. C'est juste un warning, et à vous de voir si vraiment ça vaut la peine ou pas d'interrompre ça. Soit vous traitez ça vraiment comme une erreur. Quand il fait le build, dorénavant, il traite aussi ma table, il traite aussi ma rule, que toutes les tables doivent avoir une identity. Si ce n'est pas le cas, je vais retirer ici, je vais refaire le build. Ok. Voilà. J'ai un failed, ici. Je vois qu'il est failed et je vois ici que le problème, il est plus haut, non voilà, dim country, error, et là si je repars ici, je vois que je n'ai pas d'identity colonne dans ma table dim country. Ça c'est une règle que je viens d'ajouter moi-même et que vous pouvez programmer directement vous-même. Pas de limite. Ok, pas de questions là-dessus? Des règles comme ça, vous pouvez en créer vraiment beaucoup. Nous, on en a plus de 110 qui sont comme ça chez nous. Et ça a évité énormément de code review un peu bêtes. Pas nécessairement dans le sens où il fallait être bête pour faire le code review, mais dans le sens où c'était toujours la même chose qu'il fallait faire comme code review. Maintenant, tout ça, c'est un ordinateur qui le fait et on est sûr que tout fonctionne correctement. Ok. Donc... ah oui, si ça se marche dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut bien retenir
les références au DLL SSDT, comme je l'ai montré, copier les DLL vers le répertoire extension, activer le rule check, c'est dans Code Analysis, il faut mettre un petit quelque chose, et si vous voulez débugger, il faut démarrer un autre Visual Studio, ce qui n'est pas trop difficile et qui est faisable. On va passer à la dernière chose que je voudrais voir aujourd'hui, c'est les templates TSQL. Qu'est-ce que c'est qu'un template TSQL? Le but de ça, c'est d'éviter la répétition de choses continues. Si vous avez déjà écrit allez, je veux dire des petites applications, vous vous êtes déjà dit, mais en fait, chaque fois qu'on fait un insert dans ce genre de table, c'est la même chose. Il faut noter pour chaque colonne les valeurs, et puis on les recopie encore plus bas, le nom des colonnes. C'est toujours la même chose, je suis en train de répéter 25 000 fois le même code, un ordinateur pourrait le faire. Et bien en effet, ça permet de faire ce genre de choses. Ça évite aussi toutes les parties où certaines personnes se sont dit, la même chose, ils ont fait le même constat, ils ont dit « Oh, mais je vais générer du code dynamique !» Et donc là, on a des select, des exec, select, plus le nom d'une variable, plus ce genre de choses. Hein, je vois qu'il y en a qui sourit. C'est indébuggable, tout simplement, parce que ça finit toujours par foirer à un moment donné, et c'est tout à fait indébuggable. En plus, si vous renommez le moindre nom de champ et tout ça, ça part dans n'importe où, et ça, SSDTDB n'est pas capable de le voir non plus, puisque c'est du string à ce moment-là. Ça facilite aussi la maintenance. Supposons qu'on ajoute une colonne dans une table et qu'on ait bien généré automatiquement notre insert, hein, la store proc insert qui permet d'insérer, automatiquement, si je fais des templates, cette colonne supplémentaire va venir s'ajouter dans mon insert et je ne dois pas commencer à faire ce genre de maintenance un peu légère. C'est ça l'idée des templates. Clair pour tout le monde? Ok. Comment ça fonctionne? C'est un mixte entre encore du C# et le TSQL que vous voulez générer. Il y a possibilité d'héritage, je ne le montrerai pas. Mais en gros, vous avez un fichier TT dans lequel vous allez mixer du C# et du TSQL. Ce fichier TT, à la compilation, va être transformé en un fichier SQL. D'accord? Fichier SQL qui fera partie de votre solution, donc partie de votre build, qui sera dans le DACPack et qui va être envoyé dans le DACPack. Pour ça, on doit utiliser T4, donc, ou T4, comme vous voulez, qui est un item qui est directement fourni avec SSDTDB, donc ce n'est pas la peine de regarder comment on fait pour l'ajouter, non, c'est directement avec SSDTDB. C'est vraiment un standard du marché parce que là on l'utilise pour générer du TSQL, mais si vous avez déjà fait de l'ASP.NET et tout ça, c'est une façon aussi d'en faire. Du C#, vous pouvez en faire exactement de la même façon, gérer des classes comme ça. C'est intégré avec l'API de SSDTDB, ça veut dire que votre modèle, vous pouvez aller faire des queries dessus, des get références et des get referencing, et commencer à aller chercher le nom des tables et tout ça, ou le nom des colonnes. Pour ça, il faut ajouter les références nécessaires, utiliser la variable modèle qui est directement fournie, et petite remarque importante, si vous faites du template, c'est le modèle compilé et pas le modèle à compiler qui est utilisé. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ajoutez une table, il faut d'abord compiler une première fois le modèle et puis vous pourrez accéder à cette table à partir du template. Donc toujours compiler avant d'arriver à utiliser T4. Donc ça demande parfois 2 compilations pour se mettre à jour. Donc, des exemples d'utilisation, j'ai déjà parlé, les store procedures insert update, les search queries, vous savez aussi les gros trucs où il y a 85 paramètres et que l'utilisateur utilise toujours le même de toute façon, mais qu'on vous a demandé de faire les 85 paramètres. Le chargement de tables fixes aussi, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé pour le moment, mais SSDTDB peut aussi vous servir à remplir directement vos tables. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de lui dire qu'on a un fichier date, ou CSV, dans lequel on va juste mettre le contenu d'une table qu'on voudrait qu'il soit rempli et poussé avec SSDTDB, et je vais générer automatiquement le merge qui va me permettre de remplir cette table. Ok. Donc le merge, il ressemble à quoi? D'un point de vue purement script, merge, et là je dois lui spécifier toutes les values des colonnes non-identity, puis on, et là je dois lui donner my unique constraint, donc mon field, customer field ou quelque chose comme ça, mon insert, où je dois lui passer toutes les colonnes non-identity, tout ce que j'ai passé là. Et si c'est un update, je dois lui passer, attention, dans le set, uniquement les champs qui ne font pas partie de la contrainte d'unicité.
Clair? Ouais, enfin, c'est comme ça, les merges, généralement, que vous les avez. Ok. Je vais aller trop loin. Je vais montrer ça ici. Extended. Voilà. Ok. Je suppose que je vous ai perdu de nouveau. C'est bien, on s'est retrouvé. Voilà. Donc, ici, j'ai ajouté un fichier TXT dans lequel j'ai uniquement le contenu de ma table, lequel que je l'espère. Donc, FR, France, Paris, BE, Belgium, Bruxelles. Donc, c'est pour ma table country. Voilà, où j'ai le code ISO, le display name et la capitale. OK. Et donc, une colonne aussi identity ici. Je vais rajouter quelle est identity. Comme ceci. OK. Donc, je vais créer un item qui est mon fichier. Voilà, TT, qui est ici. Donc, où j'ai un ensemble ici d'extensions. Donc ça, attention les pièges, au spécifique true, parce que je veux récupérer le nom du fichier. Je lui définis ici qui va me générer comme un fichier SQL. Donc ce fichier TT va générer un fichier SQL. Je dois lui dire ici que je vais utiliser link. Et si vous voulez utiliser link, il faut aussi lui dire ça. Ok, donc ça c'est plus du C#. Comme d'habitude, il faut ajouter les trois mêmes références. Ces trois références font partie de SSDT. Alors, simplement ici, lui dire le nom de ma table, ce sera dim plus le nom de mon fichier. Donc dim plus country, en l'occurrence ici. Ok, donc ce sera dim country. Et voilà, j'écris mon merge. Je lui dis merge. Et là, tu prends la variable table name, qui était définie juste ici. Et tu vas me la noter ici. Donc merge, table name, starget. C'est ce qu'il y a à faire. Using, et puis là, je dois lui mettre toute la liste des valeurs, donc tout le contenu du fichier txt, qui apparaît ici. OK. Ensuite, source, get all columns. Donc ça, c'est une fonction qui a été décrite plus bas. Et si j'analyse cette fonction get all columns, key columns, get values, key, get all columns. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon nom de table, un préfixe éventuel. Ici, je vais retrouver, grâce à mon modèle, ma table, qui s'appelle table name. Je retrouve la table, je prends toutes les colonnes, donc ça c'est ce qu'il est en train de faire ici. Et pour chaque colonne, je construis ici ma chaîne de caractères qui va venir s'insérer dans mon code TSQL à cet endroit-ci. D'accord? Donc j'ai fait la même chose pour avoir que les key columns, pour avoir les non-key columns, exactement comme je l'ai montré sur le premier. Alors comment ça marche? Si maintenant je fais un build, il est succeed, et qu'est-ce que je vois? Existing item, il m'a généré un fichier SQL. Voilà. Dim country, il utilise les values qui sont bien dans le fichier txt ici. Il a repéré les colonnes qui m'intéressaient, country, ISO, display name, capital, il les a mis ici. Il a généré ceci automatiquement, et ainsi de suite. Donc mon merge est tout à fait correct et il a été généré ici. Gros avantage, je vais rajouter une colonne maintenant au niveau de ma table. Poup, il va automatiquement me mettre à jour toute ma formule de merge ici. Il va regarder si c'est une key column ou pas une key column et il va venir insérer aux bons endroits le nom des champs. Gros avantage aussi, j'ai dit que je pouvais faire de l'héritage. Eh bien, je le fais une fois. Je fais hériter tous mes fichiers TT de ma logique. Et maintenant, je peux commencer à avoir comme ça 80 dimensions qui vont être chargées automatiquement grâce au merge qui est là. OK. Si je veux commencer à intégrer
cela dans le déploiement continu, donc mon merge fasse partie du déploiement continu. Il y a une astuce dans SSDT pour ça, il faut lui dire d'ajouter un script, et ce script doit être un script de post-deployment. Ok, donc vous ajoutez ce script de post-deployment ici. Ce script va donc être généré après va être exécuté après que SSDT ait fait toute la comparaison des tables. Donc il va d'abord comparer toutes les tables, il va trouver les différences, va faire en sorte que votre DB soit bien dans un stade final, et ensuite il va exécuter ce script, qui ici fera tous mes merges pour avoir un contenu de DB tel que je l'espérais. Ok, alors sachez que des scripts post-deployment, vous pouvez en avoir que un, c'est pas possible d'en avoir deux, donc un seul, mais vous pouvez référencier à l'intérieur de ce fichier d'autres scripts. C'est toujours ce qu'il faut faire, jamais aller mettre du script directement dans celui-là. Alors c'est du SQL CMD, donc ça c'est le truc que personne ne connaît. Et comment est-ce qu'il faut faire? Simplement comme ceci, vous ajoutez ceci à l'intérieur, donc pour référencer un autre fichier, c'est 2.r, et vous mettez le nom de votre fichier, et comme ça il va aller intégrer ce fichier à l'intérieur de ce fichier de post-deployment. Si vous faites ça, automatiquement, tout va se mettre à jour. Voilà. Allez, dernière ligne droite. Comme ceci. C'est tout ce que je vous avais le temps de montrer en 1 heure, mais il y a encore moyen d'aller plus loin avec SSDT. Qu'est-ce que c'est d'aller plus loin? C'est que commencer à jouer avec des builds et des deploy contributors. Ça, c'est que vous vous dites que vous êtes plus malin, ou vous avez des cas plus spécifiques que les ingénieurs de Microsoft, et vous pouvez commencer à aller tuner la façon dont ils comparent les DB pour lui dire « Ah ben dans ce cas-là, tu fais ça exactement, ce genre de choses ». C'est compliqué à écrire, c'est rare qu'on voit des choses qui soient vraiment très intéressantes à faire là-dedans, mais il y en a qui sont intéressantes. Par exemple, quand vous avez des très larges databases à comparer, ça prend du temps. Ça peut prendre 1, 2, 3 minutes. Si vous devez déployer comme ça 25 fois par jour, les 3 minutes, ça devient vraiment embêtant. Surtout si en fait vous ne touchez plus à votre database depuis longtemps, mais que ça fait partie de votre build. Donc vous perdez 2-3 minutes lors de chaque déploiement. Et bien là, il y a moyen d'aller lui dire, crée une table en plus. Dans cette table, tu vas aller me mettre un checksum qui est déjà généré par DACPAC. Donc le DACPAC a un checksum. Et si tu vois que le checksum du DACPAC est le même que le checksum qui est dans cette table, alors tu sais, tu peux skipper toute comparaison, tu sais que c'est la même database. Et donc ce n'est pas la peine de la reconstruire et de refaire toute ton analyse. Si vous voulez faire ce genre de choses, ça s'appelle des deploy contributors. Donc ça c'est vraiment très très avancé. Je ne l'ai pas montré ici, mais bien sûr ça peut faire partie de la continuous integration, on en a parlé précédemment. Et encore une autre part, c'est les custom unit tests. Donc je n'ai pas montré les unit tests, mais vous pouvez faire des unit tests maintenant sur SSDT. Donc ça c'est du TSQL, et vous pouvez du TSQLT en fait, ou d'autres choses comme ça. Il y a d'autres softwares, c'est pas le meilleur pour moi, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. C'est un peu le problème, mais vous pouvez aussi faire vos propres tests. Pour moi, quels sont les plus gros bénéfices de SSDTDB? Il y en a un qui est clair, c'est l'intégration à Visual Studio. Si vous êtes un développeur C#, vous allez arrêter de switcher avec Management Studio, hop, je change, je repasse sur l'autre. Non, tout est à l'intérieur du même, ça c'est le gros avantage. Source control aussi, ça veut dire que vous pouvez travailler à plusieurs sur la solution, check-in, check-out, je reviens dans le passé. Ah, pourquoi est-ce qu'on a changé ça il y a 3 mois? J'ai aussi un message. Donc ça, encore une fois, très pratique. Le build check de la solution, vous êtes sûr de ne pas déployer, donc ça on l'a vu, hein, très facile de faire un build et de vérifier si oui ou non il est en état correct. L'intégration, le déploiement continu, les templates, l'API de SSDT, vraiment vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Donc j'ai dit que j'ai développé un autre software qui permet de faire du test sur la BI. Eh ben, par exemple, on est capable d'aller faire des queries sur l'API de SSDT et donc de tester une DB avant même qu'elle soit déployée, c'est possible. Et il y a de très nombreux points d'extensibilité. Si vous voulez faire vraiment des choses très avancées, SSDTDB, c'est juste une base. Après, c'est à vous de l'étendre. Vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, ça termine la session. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a répondu à certaines de vos questions? Est-ce qu'il y en a qui s'étaient dit jamais SSDTDB et qui se disent maintenant peut-être, éventuellement?
Bon, j'ai regardé quand même un petit peu, non? Moi, je connaissais pas, donc, enfin, pas du tout comme ça, donc, mais justement, allez, on peut utiliser ça dans n'importe quelle version d'SQL ou... Alors, oui, j'en suis, je crois, enfin 2005 peut-être pas, mais en tout cas 2008 R2, oui, 2012, 2014 aussi. Même le cloud, il faut savoir que s'il continue à faire des nouvelles releases des SSDT, c'est principalement pour ça, pour toutes les nouveautés du cloud et tout ça, donc les column store index et tout ça, c'est directement dans SSDTDB les nouveautés, donc vous pouvez utiliser les dernières choses. Pour Visual Studio, il vous faut au moins la version 2013, mais la version 2015 est également supportée. D'autres questions? Vous pouvez aussi lui dire si vous voulez la version Enterprise ou bien la version, pour être sûr de ne pas utiliser sa taxe Enterprise, là où vous êtes uniquement en standard, c'est aussi checkable dans SSDT. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ou si vous êtes trop timide pour avoir posé des questions et que vous préférez au moment où je vais ranger mes affaires, il n'y a pas de souci non plus, vous êtes les bienvenus pour poser des questions supplémentaires. Merci à vous.